Avant que tout cela commence, j'ai besoin de te demander une faveur. Ce que tu es sur le point de voir va te mettre mal à l'aise, va te faire réfléchir, et tu ne pourras probablement pas arrêter de regarder jusqu'à la fin. Si c'est le cas, si à un moment tu sens que cela mérite ton attention, mets un like maintenant. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le avant que ça commence, parce que cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui veulent comprendre le côté le plus sombre de l'histoire humaine, sans filtre et sans mensonge. Prêt? Parce que ce qui vient, il n'y a pas de retour en arrière. Imagine que tu es tranquillement chez toi. C'est la nuit. Tout semble normal. Et soudain, quelqu'un entre. Pas pour te voler, pas pour fuir, pour rester. Ce que je vais te raconter aujourd'hui n'est pas de la fiction. Ce n'est pas un film d'horreur. C'est de l'histoire réelle. Et c'est bien pire que tout ce qu'Hollywood a jamais inventé. Ce sont les meurtres les plus brutaux et les plus sadiques que l'humanité ait jamais enregistrés. Des affaires qui ont horrifié des médecins légistes, des juges, et qui restent encore aujourd'hui sans explication rationnelle. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont commis des actes qui défient notre propre compréhension de l'esprit humain. La criminologie et la psychologie médico-légale cherchent depuis des décennies à comprendre ce qui pousse une personne à franchir cette ligne, cette frontière entre le crime et la monstruosité pure. Dans ce documentaire, nous allons analyser des affaires réelles d'un point de vue sérieux. Les faits, le contexte historique, le profil psychologique des responsables et ce que la justice a pu ou n'a pas pu faire. Mais avant d'entrer dans la première affaire, j'ai besoin de t'avertir de quelque chose. L'un des tueurs que tu vas voir aujourd'hui a été capturé, jugé, et le juge qui a lu le dossier a demandé une suspension d'audience. Il n'a pas pu continuer. Qu'a-t-il trouvé dans ces pages? Je te le dis dans quelques minutes. Ne pars pas. Nous commençons en Union soviétique, dans les années 70 et 80. Un instituteur, apparemment normal, devient l'un des tueurs en série les plus prolifiques et les plus cruels de l'histoire moderne. Andrei Chikatilo a été reconnu responsable d'au moins 52 meurtres confirmés, bien que les enquêteurs soupçonnent que le chiffre réel soit bien plus élevé. Ce qui rend cette affaire particulièrement troublante, ce n'est pas seulement le nombre de victimes, mais le niveau de brutalité méthodique et prémédité consigné dans les rapports médico-légaux. Chikatilo n'agissait pas par impulsion, il planifiait, il sélectionnait, et il disparaissait sans laisser de traces pendant des années. La police soviétique a arrêté plus de 200 000 personnes au cours de l'enquête. Beaucoup ont été forcés d'avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Pendant ce temps, Chikatilo restait libre. Comment est-il possible qu'une telle personne ait pu opérer pendant plus d'une décennie sans être détectée? La réponse est dérangeante. Le système l'a permis. Nous nous transportons maintenant aux États-Unis. Chicago, 1893. L'exposition universelle. Des millions de personnes affluant dans la ville en quête de merveilles et de modernité. Herman Webster Mudgett, connu sous le nom de H. H. Holmes, a littéralement construit un hôtel conçu pour tuer. Des chambres sans fenêtres, des conduits de gaz, des fours, des passages secrets. Les enquêteurs ont découvert que le bâtiment, surnommé le Château des Horreurs, comptait plus de 100 chambres modifiées dans un seul but, éliminer des personnes et faire disparaître les corps. Holmes possédait un niveau d'intelligence et de sang-froid qui déconcerta les psychologues de l'époque. Il ne montrait aucun remords. On estime qu'il aurait pu tuer entre 27 et 200 personnes, bien que le nombre exact n'ait jamais été établi avec certitude. C'est l'affaire à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Le dossier qui a arrêté le juge. Parce que Holmes ne tuait pas seulement, il documentait, et ce que l'on a trouvé dans ses archives personnelles n'a pas encore été publié dans son intégralité. Si tu es avec nous depuis ce moment, tu sais déjà que cette chaîne ne reste pas en surface. Nous enquêtons, nous contextualisons, et nous te montrons l'histoire telle qu'elle s'est réellement produite. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Appuie sur le bouton maintenant, parce que ce qui vient ensuite est encore plus sombre. Nous voyageons des siècles en arrière, la Valachie, 15e siècle. Vlad III
connu dans l'histoire sous le nom de l'Empaleur, n'était pas simplement un guerrier brutal, c'était un souverain qui utilisait la violence extrême comme instrument politique et psychologique. Les archives historiques, recoupées par de multiples sources de l'époque, notamment des ambassadeurs ottomans et européens, concordent dans leur description d'une cruauté systématique. Vlad empalait ses ennemis en public, laissant les corps exposés en guise d'avertissement. Un ambassadeur ottoman a décrit avoir trouvé, aux abords de sa capitale, un champ composé de dizaines de milliers de personnes empalées. L'impact psychologique fut si profond que l'armée du sultan Mehmed II elle-même, qui n'avait jamais fui devant rien, recula en voyant ce panorama. Ce qui fait de Vlad un cas d'étude unique, c'est la frontière floue entre la stratégie militaire et la psychologie de la terreur. Les historiens débattent encore aujourd'hui pour savoir s'il était un monstre, un génie politique ou les deux à la fois. La dernière affaire d'aujourd'hui est peut-être la plus troublante, car la responsable ne correspondait à aucun profil connu de l'époque. Elisabeth Báthory, noble hongroise des XVIe et XVIIe siècles, a été accusée et condamnée pour le meurtre de centaines de jeunes servantes. Les témoignages des survivants et des serviteurs qui l'ont dénoncée décrivaient des tortures méthodiques, rituelles et une cruauté que les inquisiteurs de l'époque, pourtant peu étrangers à l'horreur, qualifiaient d'inouïe. On estime que le nombre de victimes pourrait dépasser 600 personnes. Báthory n'a jamais été exécutée. Sa condition de noble l'a protégée. Elle a été emmurée vivante dans une chambre de son propre château, où elle est morte 4 ans plus tard. La criminologie moderne la considère comme l'un des premiers cas les plus clairs de ce que nous appellerions aujourd'hui une psychopathie sévère à composante rituelle. Et son histoire a alimenté pendant des siècles les légendes vampiriques de l'Europe de l'Est. Chacune de ces affaires a quelque chose en commun qui va bien au-delà de la violence. Elles nous rappellent toutes que le mal n'arrive pas toujours avec un visage de monstre. Il arrive avec le visage d'un instituteur, d'un médecin, d'un noble, d'un gouvernant. L'histoire documentée de la cruauté humaine n'est pas seulement un catalogue d'horreurs, c'est un avertissement. C'est la preuve que les structures sociales, les systèmes de pouvoir et l'absence de contrôle peuvent permettre à des personnes dangereuses d'opérer pendant des années sans être arrêtées. La criminologie, la psychologie médico-légale et l'histoire continuent d'étudier ces affaires, non pas pour les glorifier, pour les comprendre et pour que nous ne détournions plus jamais le regard quand les signaux sont là. Si ce documentaire t'a fait réfléchir, si tu as des questions ou si tu veux que nous approfondissions l'une de ces affaires, laisse-le dans les commentaires. Cette chaîne existe grâce à toi. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche pour ne rien manquer. Et on se retrouve dans le prochain documentaire. Dors bien ce soir.